Hautes en saveur, en senteur et en couleur, les cuisines d'Asie du Sud-Est se distinguent des autres cuisines asiatiques par leur spontanéité, leurs goûts acidulés et leur fraîcheur. Elles se veulent simples, instinctives et saines. Pour comprendre, nous nous tournons vers notre invité, Yarib Berebi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant KGB à Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors expliquez-nous, quelle est la grande particularité des cuisines d'Asie du Sud-Est par rapport aux autres cuisines du monde? Alors tout d'abord, la fraîcheur. Ça c'est le premier mot qui me vient à l'esprit et on peut le voir sur tous les ingrédients qu'on a. On parle de fraîcheur, on n'aurait jamais des ingrédients secs, beaucoup plus acidulés que la cuisine française, donc qui exhaustent les goûts. Et par rapport aux autres pays qui sont autour de l'Asie du Sud-Est, par exemple en Inde? En Inde, on va aller plus sur des produits secs. Par exemple, les currys en Asie du Sud-Est sont des currys frais, basés sur des agrumes, des rhizomes et des herbes. Tandis qu'avec l'Inde, il y a beaucoup plus d'épices secs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de plat typique par pays? Si je vous dis le Cambodge, par exemple. Le Cambodge, je vous dirais par exemple le Dom Yam, qui est un bouillon typique cambodgien. Il y a beaucoup de bouillons dans toute l'Asie du Sud-Est. On va le trouver dans différentes variantes, un peu différemment. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, on va l'appeler le Tom Kha ou le Tom Kha Kai. En Indonésie, on va l'appeler le Samyam. Ça aura les mêmes saveurs, il y aura beaucoup de parfums, mais il y aura des petites nuances qui vont changer. Après, en Thaïlande, un plat typique qui me revient très rapidement à l'esprit, c'est le pad thai. C'est les nouilles sautées avec les cacahuètes. Au niveau de l'Indonésie, ce sera plus le saté, une brochette de viande, porc, avec l'épice saté qui est une épice à base de crevettes séchées et du piment, enfin plein de choses. Et on va aller vers le Laos. Ils ont leur plat typique, vraiment pour eux, leur religion, c'est le riz. Et le riz simple. Ils vont appeler ça le com. Et voilà. Et du coup, vous allez manger le com, enfin le riz, en plat principal au Laos. Et quels sont les ingrédients types de la cuisine d'Asie du Sud-Est? Je vais d'abord parler des herbes. C'est vraiment la particularité de l'Asie du Sud-Est. C'est des herbes qui poussent que dans ces régions-là. Et quand on veut en avoir en France, on les importe directement. On a le basilic thaï, j'adore travailler avec ce produit parce qu'on part sur des notes très anisées, qui n'a rien à voir avec le basilic classique. Après on a le coriandre thaï, qui a les mêmes goûts que la coriandre classique française. Mais qui a un aspect différent. Voilà, qui est beaucoup plus longue et très fine, et qui va avoir une racine très dure, très corsée. Donc beaucoup plus poussée au niveau des saveurs. Voilà. On a les rhizomes. Les rhizomes, en fait, c'est des bulbes qui poussent sous terre, comme l'oignon, on va dire, dans la même famille que le gingembre, le galanga, qui permet de faire tout leur curry de base. On a le curcuma frais, qui est aussi assez typique de la région. En France, on a tendance à le voir en poudre. Voilà, en épices. En fait, c'est le même produit, juste séché, donc qui devient très rouge, voilà, très orangeâtre, et qui a juste la seule différence, on sent plus les notes acidulées. Voilà. Et puis les couleurs sont très intenses. Voilà, très vives. On est plus orangeâtre que jaune, comme dans la poudre. On a les agrumes, différents types d'agrumes, comme la bergamote, comme le kombawa, qui est l'agrume phare de l'Asie du Sud-Est, qui est utilisé un peu comme leur citron vert. Et la manbouda, qui est assez particulière. Donc on ne le trouve pas partout dans tous les commerces en France, qui est assez dur à trouver même, qui a un aspect assez amusante, qui fait partie de la famille des cédras. Donc qui n'a pas de pulpe à l'intérieur, donc pas de jus, et on va utiliser que le zeste. La forme de manbouda, bien sûr, c'est parce qu'on a des doigts qui ressemblent à une main. Et on va finir aussi par les piments, d'accord? Donc comme on n'utilise pas des épices sèches, on va utiliser des piments frais, donc des piments oiseaux, qui sont assez particuliers à la région, qui poussent là-bas. Et ils sont très petits, mais il faut faire attention parce qu'ils sont très très pimentés. Et à la base de ces plats-là, ils utilisent quoi? Nous, on a tendance à penser des nouilles. La base, il faut savoir, c'est le riz. C'est le premier ingrédient de l'Asie du Sud-Est, c'est le riz. Avec le riz, ils vont tout faire. Ils vont faire des nouilles de riz fines, épaisses, des pâtes de riz pour faire des petites pâtisseries, des petits biscuits. Ils vont juste jongler avec ce riz-là et faire plusieurs ingrédients. En Asie du Sud-Est, j'imagine qu'ils doivent manger énormément de fruits de mer à cause de la géographie. Exactement. Bon. À part le Laos qui se situe à côté d'une mer, il y a surtout au Vietnam, en Thaïlande et au Cambodge, on va trouver beaucoup de crustacés, de poissons frais, de fruits de mer, de pêche locale et journalière qui arrivent tous les jours, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de viande porc, viande de bœuf,
de la volaille surtout. Alors l'autre caractéristique de la cuisine d'Asie du Sud-Est, c'est cette absence remarquée de matière grasse. C'est vrai, c'est vraiment dû, je pense, à la culture déjà locale. Bon, ils n'ont pas de vache, donc pas de lait, pas de lait, pas de beurre. Et du coup, on se base beaucoup sur les cocotiers, enfin le lait de coco. Donc en fait, ils ont réussi à le remplacer. À le remplacer, exactement. Avec quelque chose de beaucoup plus sain. Plus sain, plus naturel, plus frais et plus léger surtout pour la digestion. Quel genre de dessert trouve-t-on dans ces pays d'Asie du Sud-Est? L'Asie du Sud-Est, pour moi, c'est déjà tout d'abord les fruits. Parce que les fruits sont extraordinaires là-bas. C'est d'abord tous les fruits exotiques qu'on connaît, comme le fruit de la passion, l'ananas, la banane, donc qui sont d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que pour moi, j'aime toujours se souvenir de l'ananas thaïlandais, qui pour moi, waouh, c'est une explosion de sucre en bouche. Et on a juste envie de manger ça toute la journée. Après, on va aller beaucoup sur des préparations de sirop ou de boissons sirupeuses. Et après, il y a le durian, qui est le fruit royal de toute l'Asie du Sud-Est, qui est comme un gros hérisson. En fait, c'est un fruit épineux et qui a une odeur assez forte, en fait. Et qui est même interdit d'amener dans les aéroports ou dans les endroits publics à cause de l'odeur. Voilà, exactement. Est-ce que c'est ça le fameux fruit du dragon? Le fruit du dragon, c'est un petit cousin qui est blanc à l'intérieur avec des petites taches noires et qui est très beau, très extravagant, avec des couleurs roses, violet dehors, donc très appétissant. Ensuite, on a le mangoustan qui ressemble au litchi qu'on connaît, mais qui va être comme en fait entre une clémentine et un litchi. C'est-à-dire qu'il va être avec des quartiers de litchi à l'intérieur et un noyau central. Donc assez impressionnant. Donc beaucoup de fruits qu'on ne connaît pas forcément, qu'ils arrivent à mettre fraîchement sur table et qui font un plat à eux-mêmes. Vous qui avez visité plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, vous avez pu découvrir les marchés là-bas, les marchés en plein air ou les marchés flottants. En tant que cuisinier français, qu'avez-vous découvert et qu'avez-vous ressenti? Alors tout d'abord la diversité, la grandeur, puisque leur marché, ce n'est pas des petits marchés parisiens qu'on connaît, donc des gros marchés couverts ou en plein air ou même sur les fleuves, sur les rivières, des marchés avec des thèmes. Quand on aura un marché, des stands d'herbes, mais qui sont énormes. Donc du coup, on voit de la diversité, de la couleur. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un marché que de gingembre, par exemple? Exactement. Ou que de citronnelle? Exactement, donc un marché de gingembre. On va voir une centaine de stands qui vont hacher le gingembre et faire des préparations que à base de gingembre, l'éplucher, le tailler finement, l'émincer, le laisser entier, le trier par taille, grand, petit, moyen, frais, vieux. Donc voilà, dans différents aspects du gingembre, tout en ayant une discipline, toute une théorie, une religion par rapport à ce gingembre. Et ensuite, par rapport aux herbes, c'est pareil. On aura le basilic thaï, le coriandre. Et après, on a les stands de piments. Donc, les gens qui trient toute la journée de montagnes entières de piments, entre les verts, les rouges, donc des couleurs très vives qui se voient de loin. Et après, on a les marchés de fleurs. Étant donné leur religion bouddhiste, ils font des colliers de fleurs, des offrandes qui donnent à Bouddha. Et donc, des centaines et des centaines de stands avec des fleurs que de jaune ou que de violet ou que de blanc. Donc très impressionnant à voir. Une explosion de couleurs. Voilà. Aussi de saveurs, parce que ces parfums-là, quand on rentre dans un stand de gingembre, je peux vous dire, c'est waouh, c'est impressionnant. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt.